Après la ministre Marlène Schiappa, on accueille l'un des porte-parole de Reconquête, président d'honneur du mouvement, Gilbert Collard. Bonjour à vous et bonjour merci d'être là. Très heureux d'être avec vous. Après Marlène, c'est un honneur, hein, n'est-ce pas? pour un président d'honneur. Et après 2 meetings, Gilbert Collard hier, celui d'Éric Zemmour à Lille et celui de Marine Le Pen à Reims. Alors vous étiez à Lille et j'imagine que vous avez évidemment regardé des extraits du meeting de Marine Le Pen. Quelle différence entre les deux moments, voyez-vous? Bon, c'est très délicat pour moi parce que malgré les insultes que je reçois, je m'interdis de répondre. C'est très dur pour moi, vous l'imaginez. Hein. Donc, je vais dépasser le stade où on est traité de nazi, ce qui est incroyable parce que bon, c'est l'insulte que les membres du Rassemblement national recevaient. Hein. Et voilà que Marine récupère les arguments des bobos islamo-gauchos. Avoir fait le ménage, les avoir fait partir et qu'ils sont venus chez vous. Marine Le Pen n'est pas une femme de ménage. On ne dit plus femme de ménage, du reste, je me permets de le rappeler. Hein. Vous êtes dans l'ironie, vous avez bien compris ce qu'on veut dire. Oui, j'ai très bien compris ce qu'on veut dire. La différence, elle a été articulée sur votre plateau il y a un petit moment, hein, par un de vos chroniqueurs. Je l'ai noté pour qu'on ne me prenne pas en flagrant délit de déformation. Il y a chez Éric Zemmour, a-t-il dit, sauf erreur de ma part, l'intelligence, la construction intellectuelle. Voilà. Et pour moi, qu'est-ce que je vous dise, c'est la grande différence entre le meeting de Marine, hein, qui a ses qualités, bien sûr, et le meeting de Zemmour, où on a une parole construite, une parole qui fait théorie, voilà, qui fait construction intellectuelle. Pour moi, hein, je n'oblige pas les autres à croire la même chose que moi. On se dit, quand on l'écoute, il y a une parole qui est incarnée. Et on pense qu'il accomplira le vœu si cher à Montaigne, c'est une bien belle chose lorsque le faire et le dire vont ensemble. Voilà. C'est le sentiment que je ressens. Bien sûr, c'était ma question. On va parler du fond de cette vision, de cette incarnation que vous mettez en avant. Quoi que vous disiez sur Marine Le Pen et les échanges extrêmement tendus entre vous, les Français lui reconnaissent, Gilbert Collard, une forme de détermination, une ténacité, une résilience. Et peut-être que cela a été nourri aussi par un moment hier assez particulier, vous qui la connaissez bien, un moment intime qui fait beaucoup parler. Est-ce que, quelles que soient vos différences, vous avez été touché par une femme qui dit ce qu'elle a vécu, les moments difficiles, les blessures, etc. Mais écoutez, toute histoire est douloureuse. Elle l'est plus ou moins. C'est Sartre qui disait, ou Malraux, je ne sais plus, j'ai un doute, on sait ce qu'un être a vécu à ce qu'il tait. C'est Malraux, je crois, hein, dans La condition humaine. Bon, voilà. C'est vous, moi, nous, on a nos silences de souffrance, tous. Et il est vrai que Marine a traversé des épreuves très douloureuses et que forcément, elle porte en elle ses blessures. Alors, comment les a-t-elle cicatrisées? La question freudienne est là. Les a-t-elle cicatrisées par une certaine forme de dureté, par une certaine forme d'éloignement des autres, ou bien par une certaine forme de rapprochement? Mais la question que je posais l'autre jour, et je la pose avec gentillesse, nous qui l'avons tant aimée, pourquoi sommes-nous dans le désamour de l'éloignement? Pourquoi vous l'avez quitté alors que vous l'avez tant aimé? En tous les cas, pour aller, et puis on parlera du fond, les accusations de la candidate du RN concernant le camp d'Éric Zemmour sont sans détour. Vous y avez répondu, Gilbert Collard, affirmant que Marine Le Pen pourrait finir chez SOS Racisme. Mais quand on va sur le fond... Oui, je pense, oui, très franchement. Là. Elle dit que le zémourisme est un communautarisme avec des catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Ça veut dire qu'elle place un parallèle quand même, peut-être, hein, entre un communautarisme catholique et un communautarisme islamique aussi. Oui, tout à fait. C'est un changement qu'elle a opéré. Moi, je crois que, vous savez, Voltaire disait qu'il fallait aller en ricanant sur le chemin de la vérité. Je crois que c'est le meilleur moyen de déambuler dans cette vie parfois difficile. Elle parle comme Mélenchon. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a une reconstruction sociologique qui est crypto-mélenchoniste. Quand on s'en prend au communautarisme, alors que le vrai communautarisme, il est quand même du côté des islamistes radicaux, à Roubaix et ailleurs, on opère un déplacement sémantique, sociologique, qui
éloigne finalement, qui dédouane finalement ce communautarisme radical qui est terrifiant aujourd'hui, parce que il gangrène tout le pays, quoi. Il est en train de submerger complètement notre tranquillité, notre paix sociale. On peut difficilement reprocher à Marine Le Pen de ne pas être forte sur le combat contre l'islamisme. Je ne dis pas ça. Quoi qu'on pense de ses idées. Mais la mise en parallèle vous interpelle. Voilà, elle me fait poser une réflexion du langage sociologique sur le glissement du communautarisme islamo-radical avec un communautarisme de chrétiens dits intégristes, qui ne sont pas du tout du reste en plus. Alors, il y a différence de langage ou de rhétorique, il y a différence de culture politique assurément, mais est-ce qu'il y a véritablement une différence de ligne fondamentale entre le discours d'Éric Zemmour et le discours de Marine Le Pen? Est-ce qu'à certains égards, ils ne se neutralisent pas l'un l'autre autour d'un même espace, d'un même créneau, d'un même programme sur le fond des choses? Mais il y a une différence, si vous voulez, question que je me suis posée. Moi, j'ai pas envie de faire semblant. Bon, certains se la posaient peut-être hier en écoutant les deux meetings. Alors j'ai écouté les deux. Bon, j'ai plus écouté le meeting d'Éric, bien évidemment. Mais je voudrais revenir tout à l'heure, 30 secondes si vous permettez, sur la sensibilité. Parce que c'est important. Il ne se neutralise pas, mais il y a une différence qui est de l'ordre, pour employer un terme un peu pédant, je m'en excuse, qui est de l'ordre de la vertu, dont parlait Machiavel. C'est-à-dire ce qu'il définissait comme le courage historique, le courage politique. Il y a chez Éric Zemmour un courage qui lui ferme les salons mondains, qui l'empêche d'avoir le prix Nobel médiatique. Il les a connus, les salons mondains et médiatiques. Oui, c'est difficile de dire. Je les ai connus moi aussi, et franchement, j'ai pas envie d'y retourner. C'est une chose. Voilà, mais il n'a pas connu la porte close. Mais non, ces salons. Mais la politique, ça consiste. Pardon, si vous permettez, je ne veux pas dire qu'il n'a pas connu. Il a été reçu, médiatisé, encensé même à une époque, mais comme moi à une époque. Et à partir du moment où il incarne une parole tranchante, il est ostracisé. Et je crois que le test de vérité, il est dans cette frappe d'exclusion idéologique qui concerne ceux qui disent la vérité. C'est très important ce que vous dites, ostracisé, mais est-ce que, paradoxalement, c'est pas Marine Le Pen qui a contribué à le diaboliser, même, je vais mettre des guillemets, à le nazifier, et elle, très habile politiquement, elle s'est recentrée, alors vous dites mélanchonisée, mais elle pense recentrer. Si le Rassemblement national est devenu Bérou, d'accord, moi j'étais contre la Jean-Marie Le Penisation. Mais j'ai toujours dit que la dédiabolisation, on me l'a reproché, du reste à partir de ce moment-là que j'ai été mis au rencard, j'ai toujours dit que c'était un piège à con. Parce qu'il faut avoir le courage aujourd'hui, pour reprendre une formule chère à Macron le financier, mais là on est dans l'ordre des idées, quoi qu'il en coûte, il faut avoir le courage de dire ce qui est, qu'on est ravagé par une immigration incontrôlée, on est ravagé par une submersion d'une sous-culture, chère à Sutherland. Sous-culture ? Sous-culture ? Oui. C'est une théorie qui a été développée il y a 50 ans par un criminologue. Mais vous la reprenez à votre compte parce que c'est une théorie sacrément, j'allais dire, sur la ligne de crête. Qu'est-ce que vous entendez par sous-culture ? Pas du tout, vous ne connaissez pas. Alors, non. Ah bah si. Alors allons-y, quel est l'ouvrage fondamental ? Non, on n'y voit peut-être pas la même... Non. Moi, je veux comprendre... Quel est l'ouvrage fondamental de Sutherland ? Monsieur, sous-culture. Elle n'a pas lu. Dans les circonstances, la sous-culture. Qu'est-ce que vous entendez dans les circonstances ? Il n'y a rien de méchant chez Sutherland. C'est un criminologue. C'est un criminologue. Je vous demande, mais M. Collard, c'est pas... N'y voyez pas une question polémique. Il pose en principe que, notamment dans les quartiers dits dangereux de l'époque, on est dans les années 50, il dit que le péril, c'est à partir du moment où les données de la culture démocratique républicaine sont complètement submergés par une autre culture. Vous avez une culture de référence et une autre culture. J'ai bien lu, je n'ai pas en tête le titre de l'ouvrage, mais j'ai bien lu. Donc je vous demandais pourquoi une culture. N'y voyez pas de question polémique. Moi je vois rien. Je vois pas un mètre, donc je vois rien. Non. C'est ce qui se passe dans les banlieues maintenant. Voilà, et tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit. Là où le salafisme s'est imposé, il y a une sous-culture salafiste qui l'emporte sur la culture républicaine. C'est pour ça qu'il y a des frontières, du reste, dans certains... Ça n'a rien à voir avec le salafisme, mais il y a des frontières dans certaines cités où on ne peut pas entrer sans passer par la frontière des dealers. Là, c'est la sous-culture de la drogue, du commerce criminel.
Cécile Cornudet qui si vous on pose une revient question. aux deux discours d'hier, est-ce que finalement Éric Zemmour n'est pas plus atteint par les critiques de Marine Le Pen que ce que vous admettez? Vient dans sa bouche un mot, le mot réconciliation. Je veux réconcilier les classes sociales. Réconciliation qui est un mot de Marine Le Pen. C'est surtout un mot de Saint-Exupéry. Oui, mais enfin, elle l'utilise pour mieux en renvoyer Éric Zemmour aux divisions. Rappelez-vous sa fameuse lettre, elle est quand même qu'on devrait lire dans toutes les écoles, tous les jours, pour rappeler aux uns et aux autres, la réconciliation. C'est un mot qui n'appartient à personne. Bon. Et c'est vrai que mon rêve, de rêver, c'est qu'on soit réconciliés, mais on le sera au deuxième tour. On le sera. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui demeurent au Rassemblement national. Il a besoin, en ce moment de la campagne, d'adoucir un peu son image de diviseur. Oui. Mais vous savez, hier, d'après ce que j'ai pu voir, Marine est devenue Sophie. C'était un peu les malheurs de Sophie. Elle a montré les blessures de son histoire humaine, mais Éric Zemmour... Vous prenez ça en dérision un peu? Non, pas du tout. Fait pas du tout. Les malheurs de Sophie. Et alors, il n'y a rien de dérisoire dans le livre. Il n'y a rien de dérisoire. Décidément, on a des manières de lire différemment les livres. Mais même... c'est un peu ridicule, ce moment, vous avez trouvé? Non, mais c'est politique, voilà. Bon, alors, je vous livre ma réflexion et vous allez la critiquer. Quand on entre dans le champ compassionnel, c'est qu'on est dans le pathos. D'accord? Donc, on n'a plus l'éthos. C'est-à-dire la réalité incarnée, voilà. Alors, je prends ce qu'elle a dit avec infiniment de respect, d'humanité, parce que aucune parole qui dit une souffrance ne peut me laisser indifférent. J'ai trop vécu, si vous voulez, dans la proximité des souffrances humaines pour négliger la plus petite parole de souffrance. Mais si on fait une analyse politique, on passe de l'éthos, c'est-à-dire de l'incarnation des idées, au pathos. Je vais vous raconter mon histoire. Bon, c'est la première fois qu'elle le fait depuis qu'elle est candidate. Donc ça signifie, avec le respect qu'on lui doit, avec l'émotion qu'elle mérite, ça signifie que il y a un abandon de la partie théorique pour une partie émotionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sous le règne de l'impératif atmosphérique. On va continuer à en parler. Alors, souffrance, on va surtout parler de celle des Français. Oui, c'est la plus importante. C'est le plus important, des propositions de fond. Gilbert Collard, vous êtes notre invité. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et avec notre invité pour cette seconde partie, le président d'honneur du mouvement Reconquête, c'est aussi l'un des porte-parole du mouvement et soutien d'Éric Zemmour. Gilbert Collard, peut-être avez-vous entendu la première partie de cette émission. Marlène Schiappa, notamment, a défendu l'action d'Emmanuel Macron dans la lutte contre l'islamisme, affirmant qu'aucun président n'avait fait autant dans ce domaine. Elle se rend demain à Trappes pour montrer qu'un ministre y est, la République est là, qu'elle n'abandonne pas ses territoires. Comment vous réagissez à cela? Ce sont des voyageurs de commerce de la lutte fausse contre l'islamisme radical. C'est pas parce qu'elle se déplace qu'elle déplace les problèmes. Ce tourisme politique qui est fait pour alimenter finalement l'usine médiatique. C'est vrai qu'il y a des images, c'est intéressant à exploiter, mais ça n'apporte rien. Moi, ce qui m'a choqué, voyez-vous, et ça rejoint ça conforte, le discours d'Éric Zemmour hier sur toutes ces dépenses inutiles, c'est qu'on va débloquer 50 000 € pour les médiateurs. Mais depuis qu'il y a des médiateurs, ils font quoi? Depuis qu'on donne de l'argent dans les banlieues, ça a supprimé, à Marseille notamment, les frontières à l'entrée, contrôlées par des dealers. Tout réorienter, la France des campagnes versus la France des banlieues. Mais pourquoi les opposer? Mais moi, je les oppose pas. Je constate. Non, mais non. On peut le voir comme une forme d'opposition, parce que depuis Hegel, il y a la thèse et l'antithèse. Mais il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans ce mécanisme dialectique. Il n'y a pas d'opposition, il y a un constat. On a déversé des milliards d'euros depuis des années et des années et des années, avec des ministères fantastiques. Bernard Tapie, à un moment donné, Mitterrand ne savait pas où le caser, il a mis... après, Jean-Claude Gaudin, on a eu... Oui. Non, poursuivre. Je vous en prie. Bon, et tout cet argent investi dans les banlieues n'a servi qu'à alimenter, finalement, la criminalité et la délinquance des banlieues, parce que l'argent est détourné.
Il y a eu une affaire qui a été jugée à Marseille qui concerne un chroniqueur célèbre dont je ne dirai pas le nom. Bon, il est allé dans de mauvaises poches. Mais il est allé en cassation maintenant, donc on ne se prononcera pas, bien que la cassation ne juge que sur la forme. Bon, mais on voit que l'argent est détourné, est utilisé à des fins. Dans les banlieues, aujourd'hui, il y a le triomphe d'une sous-culture mafieuse. Et plus ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un contrôle, mais drastique, du financement des banlieues à des fins de sortir de cette difficulté. Vous parlez beaucoup de dépenses publiques, et d'ailleurs ça doit être un vrai changement par rapport au Rassemblement national, parce que quand on écoute le discours d'Éric Zemmour hier, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy qu'il met en avant, c'est un discours d'économie libérale, de droite classique libérale. Oui, mais vous savez, ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal, si c'est pas être utile, il faut... Mais c'est l'inverse chez Marine Le Pen, ça vous fait vraiment... Oui, mais moi j'ai jamais été... Vous rappelez-vous, quand on discutait de l'euro, j'étais un des rares à dire c'est une folie de l'Europe, pardon. C'est une folie de vouloir sortir de l'Europe. Vous n'avez pas claqué la porte à ce moment-là, Gilbert Collard. Vous y avez été bien parce aussi que je pendant suis patient. des années. Quelle patience, dis donc. Mais oui, non, mais j'ai vous avez dû prendre sur vous beaucoup quand même. Mais regardez le nombre d'émissions de télé que je fais. Mais c'est des fidélités successives à des idées, alors la question, c'est la sincérité qu'on interroge, de manière générale. Est-ce que ce sont des fidélités successives? Mais non, chacun pense ce qu'il veut, je m'en fous. Moi. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai qu'une seule idée, c'est mon pays. Vous croyez qu'à mon âge, avec le métier que j'avais, la modeste notoriété que j'avais, les revenus déclarés que j'avais, je suis entré en politique pour quelque chose? Franchement, vous allez voir quel était mon statut en regardant la transparence de la haute autorité, vous verrez. Bon, moi vraiment, en entrant en politique, j'ai fait un sacrifice. Politique, revenons à la politique un instant. Justement, hier, le meeting d'Éric Zemmour avec un discours très orienté sur les électeurs de Valérie Pécresse. Oui. L'élection se joue en ce moment sur 2 ou 3%, finalement, être capable d'attraper les 2 ou 3% nécessaires. Est-ce que Marion Maréchal, de ce point de vue, n'est pas la part manquante en ce moment dans votre campagne? C'est-à-dire, elle serait capable, si elle se ralliait à vous, pour l'instant, elle ne l'a pas fait, d'être capable de ramener ces 2 ou 3 points qui seraient nécessaires pour que vous puissiez finalement dépasser Valérie Pécresse? C'est la théorie que vous connaissez par cœur du roi invisible. Eh oui, mais invisible, il l'est. Mais on est invisible tant qu'on est visible, tant qu'on n'est pas visible. Mais moi, je souhaite de tout mon cœur qu'elle nous rejoigne. Franchement, c'est pas la peine de faire semblant je fais tout ce que je peux pour qu'elle nous rejoigne. Bon. Mais je crois qu'elle est de cœur avec Éric, mais elle hésite. Alors c'est vrai que lui revient en esprit constamment ce que Marine a pu dire. Elle ne sera jamais membre de mon ministère parce qu'elle est inexpérimentée, parce qu'elle est trop raide. Bon, c'est vrai que quand même, ce soufflet, elle l'a reçu. Bon, alors, il y en a eu d'autres aussi. Alors que vous lui promettez un ministère qui n'arrivera pas. Mais on lui a rien promis pour l'instant. D'où vous tenez ça? Je sais pas, je pose une question pour avoir une réponse. Vous connaissez la technique? Non, Éric mais vous m'avez répondu. Éric ne promet rien, non. Mais est-ce qu'on peut, avec le même discours économique, chercher à rejoindre les électeurs de Valérie Pécresse et les électeurs de Marine Le Pen? Alors, ma réponse n'engage que moi. Je crois que les gens que j'aime, les gens d'à côté, de tout près, ne croient plus du tout à l'économicisme, pour employer le langage des sociologues, notamment de Maffezoli. Ils se disent... Maffezoli. Oui. Vous voulez que vous cite les bouquins? Je plaisante. Je l'ai vexé, ça y est, voilà, j'ai encore fait une ennemie aujourd'hui. Monsieur le professeur, allez-y. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Pardonnez-moi. Mais pas du tout. Pardonnez ma pédante. Je vous en prie. Non, mais si vous avez raison. Poursuivez votre argumentaire. Vous avez raison. Bon. Moi, je rêve d'un ministre de l'économie qui serait... alors là encore, j'ai employé une expression qui est datée, une bonne ménagère ou un bon ménager, vous voyez. Parce que depuis qu'on a des ministres de l'économie, à commencer par Raymond Barre, qui paraît-il était le génie, on n'a fait que s'endetter. Du bon sens et de la simplicité. En même temps, la principale mesure annoncée hier par Éric Zemmour, c'est une prime défiscalisée, sans charge. Il a raison, mais ça ne va pas remplir les caisses de l'État. Et est-ce qu'il y aura encore une entreprise française pour faire des vraies augmentations de salaire? Mais oui, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de donner une prime une fois et hop, c'est fini. Vous avez raison. Vous pensez bien que cette observation... Du reste, à peine Éric Zemmour avait-il annoncé cette mesure que le professeur Sulzer m'a envoyé un texto, que vous connaissez, je crois, pour me dire « mais ça va profiter à tous les trafiquants ». Mais entre guillemets, bien sûr. Mais vous pensez bien que l'octroi de ces primes sera encadré par des critères et par des contrôles. On n'est quand même pas des naïfs de la première heure politique. Donc, oui, il y aura cette possibilité
de primes, mais dans un cadre d'encadrement et dans un cadre mais là, de contrôle. C'est la question qu'il n'y aura pas de charges qui viennent alimenter l'URSSAF et notre mais vous savez, système social. Il y a tellement... moi, je me suis permis de faire parce que je savais qu'on viendrait là-dessus. J'ai retrouvé un article du Parisien libéré qui avait le mérite de pointer tous les instituts inutiles. Je suis resté complètement effaré. La NAP, vous savez ce que c'est ? Non, mais ça n'a rien à voir avec notre protection sociale. Mais ça coûte des fortunes. Il y a des économies à faire. Mais ça coûte, vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme l'Union européenne quand elle fait faire des travaux. C'est 100 000 euros par-ci, 80 000 euros. Regardez, Marlène Schiappa, elle vient nous dire en toute tranquillité qu'on va débloquer 50 000 euros pour les médiateurs. Et là, c'est contrôlé, c'est encadré. Il y a des contrôleurs de la subvention d'État, non ? Gilbert Collard, je vous ramène au positionnement parce que c'est aussi une vraie question. Vous voulez faire l'union des droites et certains se disent c'est surtout finalement Reconquête, le Rassemblement national bis. Moi j'aimerais savoir, et je vous pose vraiment la question, vous avez quand même été aux côtés de Marine Le Pen, on vous a souvent reçu, vous vous êtes battu à ses côtés. Oui. Aujourd'hui quand même vous changez avec tout ce que cela implique. Est-ce que vous regrettez une partie de cet engagement-là ? Est-ce que vous ne dites pas finalement, j'ai mis entre parenthèses quelques-unes de mes convictions et je le retrouve aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez une partie de ce parcours politique ? Mais très souvent, j'ai été en opposition, moi. Oui. Bon, du reste, on m'a mis de côté, quoi. Louis Alliot lui-même a dit, ça fait 3 ans qu'il n'était plus au Rassemblement national, parce que je trouvais que on devenait de plus en plus, entre guillemets, qu'on le prenne pas mal, ne le prenez pas mal, mes anciens amis, mondain. Voilà, mondain. Or, le système, alors là, il y aurait une thèse à faire là-dessus, hein. Le système, il se replaît des mondains. Il s'en nourrit. C'est eux qui l'en... Alors, mondain, c'est quoi ? C'est... Demestre parlait des canailles, hein. Des canailles mondaines. Maintenant, ce sont les canailles médiatiques. Vous ne voulez plus vous encanailler. Bien. Non, je veux m'encanailler, au contraire. Au sens le plus beau du terme, bien sûr. Bien. C'est une dernière question, Mathieu Bock-Côté. Sur la politique, sur le fond des choses, les accusations sont venues, on vous a traité, pas vous spécialement, mais de nazis. De l'autre côté, il y a le soupçon d'incompétence qui est toujours jeté. Est-ce que le soir du premier tour, quand va venir le temps de se rallier d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça sera pas de plus en plus difficile à force de se nazifier ou de se faire traiter d'incompétent? Est-ce que certaines lignes n'ont pas déjà été franchies? C'est la conclusion, allez-y. Alors, les uns nous traitent de nazis, les autres qui appartiennent à la guerre des boutons disent qu'on pue des pieds. Le niveau monte. Comme dirait Patrick Sébastien, le niveau monte. Bon, il est clair qu'au second tour, il va falloir qu'on se réconcilie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut de l'asepsie verbale. Je crois que je l'ai un peu... Je suis arrivé à la pratiquer, là ? Je ne sais pas, en tous les cas, vous avez lancé l'appel, il est important parce qu'on ne l'avait pas entendu après la bataille quand même des mots et des formules. Réconciliation et aseption, là... Asepsie verbale. Reconquête et réconciliation. Merci. Reconquête et réconciliation. Gilbert Collard d'avoir été c'est moi qui vous remercie, c'est un notre plaisir. Invité pour ce grand rendez-vous. On vous dit à bientôt. Merci évidemment à mes camarades Mathieu Bock-Côté et Cécile Cornidet. Et on souhaite à nos téléspectateurs et auditeurs un très bon dimanche sur Europe 1 et CNews, bien sûr.